Aujourd'hui, l'intelligence artificielle transforme la façon dont les banques évaluent le risque, conçoivent les produits financiers et interagissent avec leurs clients. Mais au-delà des algorithmes, comment les humains gardent-ils le contrôle? Pour en parler, nous recevons Abou Fanin, directeur principal TI, carte et risque de crédit à la Banque nationale du Canada. Monsieur Fanin, Abou, merci d'être là. Merci. Avant toute chose, j'aimerais quand même peut-être faire un point sur ton parcours, ta vision, donner une petite idée aux personnes qui nous écoutent, savoir à qui est-ce qu'on parle aujourd'hui. Donc, est-ce que tu peux nous présenter ton rôle actuel à la Banque nationale et ton parcours dans les technologies de l'information? Ok, c'est parfait. Écoutez, moi, je m'appelle Abou Fanin, donc je suis actuellement directeur principal à la Banque nationale du Canada. Donc, je suis à la tête d'une équipe d'environ une soixantaine de personnes, donc en charge de tout ce qui est développement logiciel. Je pilote en ce moment-là une transformation, donc qui est axée sur l'adoption de l'intelligence artificielle générative à l'intérieur du cycle de livraison. Donc, dans la totalité du cycle de livraison, depuis la prise des besoins jusqu'au déploiement. Mon parcours est quand même axé sur tout ce qui est développement logiciel, donc gestion d'équipes technologiques, tout ce qui est amélioration continue, et puis bien sûr une forte part à tout ce qu'on va dire étant innovation, tout ce qui est innovation technologique. Voilà. D'accord, merci beaucoup. Et du coup, est-ce que tu peux nous dire quel a été, selon toi, le moment pivot où l'IA générative, ou l'IA tout simplement, a commencé à transformer durablement votre industrie? Il y a vraiment eu une bascule, je dirais, lorsqu'on a vraiment eu des outils comme GitHub Copilot, là, qui sont des outils permettant d'accélérer le développement, et puis des outils du type de ChatGPT. Donc, c'est à ce moment-là qu'on s'est rendu compte que l'IA pouvait nous servir au-delà de tout ce qui était data science, mais pouvait nous servir vraiment dans tout ce qui était accélération de la productivité au niveau des équipes de développement. Ça a été vraiment là le pivot, je dirais, dans notre réflexion au niveau de l'utilisation de l'IA. D'accord. Et ça, aujourd'hui, c'est un gain de productivité au niveau de la banque. Oui, on a constaté à peu près, je dirais, 20-30% en moyenne là, d'accélération au niveau de la productivité. Certains rôles vont aller chercher plus en termes de productivité, là, dans des rôles où on va générer plus d'éléments, par exemple au niveau de développement logiciel, mais dans une globale de 20-30% de ce qu'on observe aujourd'hui en termes d'augmentation de la Donc, on est quand même dans une moyenne relativement raisonnable de 30% environ. Oui, tout à fait. On n'est pas dans des chiffres qu'on pourrait imaginer, à savoir 2 fois, 3 fois, 4 fois en termes de gain de temps. C'est intéressant. On va vers ça pour certains métiers. Aujourd'hui, on se rend compte qu'avec ce qu'on a comme outil, on est capable de générer une grosse partie du code, par exemple. Mais il n'en demeure que, pour l'instant, on reste assez prudent sur la qualité de ce qui est généré. Mais je pense que dans les mois, dans les années à venir, on va augmenter de manière significative cette accélération. D'accord, ok. Et aujourd'hui, tu pourrais nous dire un peu quels sont les types de données, de contexte qui sont essentiels pour pouvoir justement entraîner efficacement tout ce qui est agent IA dans l'environnement justement bancaire? Ouais. Est-ce qu'il y a des choses aujourd'hui qui sont... Oui. En fait, tout ce qui est contexte va être vraiment important. Il faut comprendre que il y a les données structurées qu'on a de base là pour pouvoir entraîner nos IA, mais de plus en plus, la notion de contexte va être importante. Donc, on va parler vraiment des artefacts de livraison qu'on va pouvoir donner à l'IA pour qu'elle soit de plus en plus autonome et qu'elle soit capable d'aller plus loin. Donc, ça va être vraiment tout ce qui a trait avec l'architecture, donc les données d'architecture qu'on va intégrer à l'IA, tout ce qui va être au niveau des données de gouvernance, donc le cadre dans lequel elle doit évoluer là. Donc, ce qui va être important, c'est ce contexte qu'on va donner à l'IA. Il va falloir qu'il soit assez modulaire, il va falloir qu'il soit versionné, qu'on soit en mesure aussi de le faire évoluer, et puis surtout qu'il soit accessible par l'IA, parce que l'IA va vraiment se nourrir de ce contexte-là. Plus il est précis, plus il est complet, plus l'IA pourra nous emmener ailleurs, en fait. D'accord, super, c'est assez intéressant. Et du coup, quelles sont les améliorations concrètes qu'on observe aujourd'hui justement grâce à l'IA en termes de vélocité,
en termes de qualité ou surtout de fiabilité donc de livraison. Aujourd'hui, on le voit hein, dans tous les modèles grand public, c'est marqué en petit caractère là-bas. Attention, l'IA peut faire des erreurs. Donc aujourd'hui, au niveau de la banque, avec tout ce que vous gérez comme risque, comme enjeu, voilà, concrètement, qu'est-ce que ça a apporté? Ouais. Aujourd'hui, ça nous a concrètement permis d'accélérer, je dirais, nos livraisons et tout. Ça a vraiment été quand même important, comme vous le dites, par rapport aux différentes données, d'avoir un peu de recul par rapport à ça. Donc, très important, en fait, d'avoir aujourd'hui un regard critique, d'être capable aujourd'hui d'analyser les retours que nous donne l'IA. Donc, d'être capable vraiment, je parle vraiment d'esprit critique là, parce que c'est vraiment ça. On a vraiment des professionnels, on a vraiment des experts qui sont capables de comprendre ce que l'IA génère, de prendre du recul par rapport à ça et puis d'avancer avec ces différents éléments. D'accord. Et justement, par rapport à, bien sûr, tout ce qui est agent IA, tout ce qui est donc, amélioration que l'on constate, comment, au niveau donc, de ton service, tu équilibres automatisation et valorisation des expertises humaines dans tes équipes? L'automatisation est quand même quelque chose qui nous permet de nous accélérer là. Donc, ce qui est quand même important, c'est que l'automatisation va nous permettre, si vous voulez, de garder que nos personnes puissent se concentrer en fait sur les choses à plus grande valeur ajoutée. Tout ce qui va vraiment concerner l'architecture, tout ce qui va concerner aujourd'hui la conception, tout ce qui va concerner aujourd'hui les aspects stratégiques. Donc, on libère vraiment les tâches répétitives là, par rapport à nos gens pour se concentrer sur des tâches à plus grande valeur ajoutée. Donc, l'IA est là pour, je dirais, un accélérateur d'intelligence. Elle n'est pas là pour pouvoir se substituer à l'humain, mais plutôt pour accélérer l'humain en tant que tel. Donc, c'est dans ce cadre-là qu'on trouve vraiment l'équilibre entre concentrer les gens sur des tâches à plus grosse valeur ajoutée et puis vraiment les augmenter. Je parle beaucoup d'humain augmenté, là, en fait, aujourd'hui, plutôt que de remplacement d'un humain par l'IA aujourd'hui. D'accord, ok. Super. Donc ça, c'est très, très intéressant, justement, l'humain augmenté. Alors, on a forcément cette crainte de voir l'IA remplacer, justement, les humains. Il y a certains secteurs qui sont plus impactés que d'autres aujourd'hui. Et donc, justement, j'aimerais faire cette transition vers cette partie pour voir comment est-ce que vous adressez aujourd'hui la collaboration humain et IA. Donc, concrètement, comment est-ce que tes équipes technologiques, comme les développeurs, les analystes ou architectes, justement, collaborent avec l'IA au quotidien? Quand on parle de collaboration avec l'IA, c'est surtout notre capacité aujourd'hui à exploiter l'IA dans les endroits qui sont les plus pertinents et qui nous permettent en fait de nous accélérer. Donc, on ne va pas vraiment utiliser l'IA pour pouvoir utiliser l'IA, mais c'est comment on va être capable d'utiliser l'IA au bon moment, au moment le plus opportun, je dirais, dans notre cycle de livraison pour pouvoir en tirer un maximum d'éléments. Là. Maintenant, utiliser l'IA va nécessiter aussi notre capacité à pouvoir se standardiser dans nos manières de faire. L'IA est quelque chose quand même qui demande des inputs qui sont structurés, donc des données d'entrée qui sont structurées, des manières qui sont carrées, si on peut dire, de le faire. Donc ça tourne vraiment autour de ça aujourd'hui. D'accord, ok. Ça, c'est assez intéressant. Comment est-ce que certains rôles concrets, comme les architectes, là, ont évolué donc, avec cette introduction de l'IA? Donc, je rappelle, tu as mené, on va dire, une sorte de réforme de tes services pour pouvoir introduire donc, l'IA au sein de tes équipes. Donc, aujourd'hui, comment ces rôles-là sont-ils donc ont évolué en fait. Oui, c'est vraiment avant tout une transformation, je dirais, humaine de nos manières de faire. Donc, on parle beaucoup de l'IA comme un outil, effectivement, mais ce qui est plus important, je dirais que c'est l'état d'esprit derrière et puis c'est transformer nos manières de faire pour pouvoir maximiser l'utilisation de l'IA au quotidien. Donc, des métiers, effectivement, comme les architectes ont dû évoluer dans leur manière de faire pour travailler plutôt au-delà de l'architecture de la solution, mais architecturer aussi le contexte. Donc, comment ils vont donner le meilleur contexte
à l'IA pour qu'elle puisse faire son travail. Donc, et puis dans le bon format aussi qu'il faut. Donc aujourd'hui, la documentation sera peut-être écrite dans certains avec Word, avec Excel ou avec d'autres éléments comme Confluent et autres. Mais aujourd'hui, ce qu'on est en train de faire, c'est par exemple évoluer vers de l'architecture as code. Donc la capacité aujourd'hui de structurer son architecture d'une manière à ce que l'IA soit plus enclin en fait à l'absorber et puis à générer ce qui va bien. Au niveau des développeurs aussi, donc avant on écrivait beaucoup de code, aujourd'hui ça va être l'IA qui va écrire ce code-là. Donc on va être vraiment, le développeur va être plutôt dans la conception. Le développeur va être à un niveau, il va revoir ce que l'IA fait, il va orchestrer ce que l'IA fait au quotidien. Donc on voit qu'on se déplace vers des métiers plus d'orchestrateurs, de reviewers, de créateurs de contexte, plutôt que d'écriture de code ou d'écriture de la solution de bout en bout en fait. D'accord, ok. Et donc aujourd'hui, quels seraient les rôles humains qui deviennent encore plus stratégiques justement pour tout ce qui est cycle de livraison assisté par l'IA? Ouais. Je vois vraiment, moi, dans le futur, tout ce qui est, on parle de prompt engineering, là, donc notre capacité aujourd'hui à prompter, avoir les bons prompts pour pouvoir guider l'IA. On parle beaucoup de contexte aussi, donc notre capacité aujourd'hui à avoir le bon contexte. Donc vraiment des métiers qui vont pouvoir spécialiser dans la création de prompts ou des métiers qui vont se créer dans la spécialisation de contexte. C'est des métiers d'avenir. Il faut comprendre aussi au niveau leadership, donc les leaders qui vont être capables d'orchestrer l'ensemble des IA pour pouvoir justement livrer un cycle complet. Au niveau logiciel, ça va être vraiment les métiers de demain. D'accord, ok. J'en profite pour revenir quand même vite faire sur le contexte, parce que ça fait plusieurs fois qu'on en parle, mais je me dis c'est peut-être pas forcément évident pour nos auditeurs aujourd'hui de comprendre exactement ce qu'on entend par contexte. Est-ce que tu pourrais développer un peu plus cet aspect-là? Oui, tout à fait. On en a parlé pas mal, effectivement. Disons qu'un agent IA va devoir avoir son environnement de travail, comprendre dans quel environnement il agit pour pouvoir finalement générer quelque chose, faire son travail. Donc, on appelle ça le contexte. Donc, le contexte va être un assemblage de différentes choses. Ça va être un assemblage des prompts. Donc, lorsqu'on va demander à l'IA de générer quelque chose, donc ce qu'on appelle le prompting, là, mais aussi tout ce qui concerne les données d'entrée. On avait parlé des artefacts là, qui étaient importants. Donc, typiquement, dans du développement logiciel, il a besoin de savoir c'est quoi mon plan, qu'est-ce que je vais faire. Donc, définir le plan dans lequel il va évoluer et puis définir les règles aussi selon lesquelles l'IA va travailler. Typiquement, notre structure, la manière dont il va générer sa sortie, donc comment il va faire les premières étapes A, B, C, D. Donc, on lui donne vraiment le contexte de travail, les instructions, comment il doit travailler et les données d'entrée pour qu'il sache sur quoi il doit travailler. Prenez l'analogie, hein. Une IA, c'est comme un stagiaire qui vient d'arriver chez vous et vous devez le guider pour faire une nouvelle tâche. Donc, vous allez lui dire c'est quoi son environnement de travail, c'est quoi nos critères de travail ici, c'est quoi nos guidelines, comment on travaille, c'est quoi notre gouvernance. Donc, vous donnez le maximum de données pour qu'il sache dans quel environnement il évolue et puis comment il va faire au mieux son travail selon les règles de l'entreprise. Donc, c'est ça, ce contexte-là qui, aujourd'hui, est quelque chose de précieux parce que c'est ce contexte-là qui va nous permettre de guider les différentes IA au fil du temps. D'accord, ok. Super. Merci beaucoup pour la clarification. Du coup, au-delà de la collaboration donc, humain-IA, il y a aussi des enjeux éthiques, des enjeux de gouvernance et surtout d'adoption de cette nouvelle technologie-là parce qu'elle suscite des craintes, différents types d'enjeux. Donc aujourd'hui, comment est-ce que tu encadres les risques liés à l'usage de l'IA dans les environnements sensibles comme le crédit, les données personnelles ou la conformité qui sont omniprésentes aujourd'hui dans le domaine bancaire, dans l'industrie bancaire? Comment est-ce que vous adressez ça aujourd'hui? Non, tout à fait. Aujourd'hui, il y a un gros enjeu sur la donnée. Donc, que ce soit les données personnelles, les données confidentielles. Donc, tout ce qui a trait autour de la donnée, de la sécurité est quelque chose d'essentiel aujourd'hui lorsqu'on parle d'IA. Donc, l'IA est entraînée sur la donnée de base, donc on ne veut pas que les données de nos clients ou d'autres types de données circulent
et entraînent d'autres modèles dans Internet, tout ça. Donc, il y a vraiment des gouvernances qui sont mises en place avec différents types de métiers. Hein. Donc, on va parler des métiers techniques, mais aussi le légal, toute la sécurité. Donc, il y a vraiment des pôles de gouvernance qui sont mis en place et puis on collabore avec des entités gouvernementales pour s'assurer qu'on fait la bonne chose et donner de la visibilité sur les différentes actions, les différentes initiatives qui ont cours dans la banque, là. Donc, c'est quelque chose qui est réglementé. Et puis, on parle beaucoup vraiment d'IA responsable. Donc, c'est ça qu'on parle de plus en plus là. C'est dans ce cadre-là qu'on s'assure que il y a un pôle, il y a une structure qui le gère, mais aussi qu'on conscientise chacun de nos utilisateurs, chacun de nos employés sur les risques et puis le cadre dans lequel ils doivent utiliser l'IA au quotidien. Toujours de tout ce qui est enjeu éthique, gouvernance et adoption, est-ce que vous avez mis en place justement une gouvernance spécifique à l'IA, aussi bien au niveau des équipes ou au niveau même de notre... au niveau banque, oui, il en existe une, donc, et on est en train vraiment, par rapport à nos apprentissages, d'affiner en fait tous ces éléments. Vous savez, ça reste quand même quelque chose de relativement nouveau, donc la gouvernance en place est le cadre dans lequel les différentes initiatives vont être suivies, sur lesquelles on va être capable de donner de la visibilité. Maintenant, au niveau des équipes, au niveau de cette transformation-là, il reste à mettre aussi un cadre plus spécifique au niveau des équipes, là, de manière plus localisée, je dirais. D'accord, ok. D'accord. Et comment est-ce que vous vous assurez de la transparence, on va dire, hein, de l'acceptabilité des décisions ou suggestions générées par l'IA? Parce qu'on est d'accord qu'aujourd'hui, c'est ça. Donc, tu as l'IA qui te suggère quelque chose ou une approche, c'est ensuite validé donc, par des humains, en étroite collaboration. Mais l'humain, quand même, est en mesure d'accepter ou de refuser, en fait, ce qui est proposé par l'IA. Tout à fait. L'humain reste au centre de tout. C'est l'humain vraiment qui va orchestrer, qui va prendre la décision finale. Donc, on n'est pas vraiment dans quelque chose qui est automatisé, que l'IA décide aujourd'hui. Donc, ça va être important d'avoir des retours utilisateurs rapides, donc pour que l'humain puisse se positionner à différents niveaux du cycle. Donc, la transparence, elle est vraiment dans, effectivement, une visibilité sur ce qu'il génère, donc des retours utilisateurs fréquents sur la qualité de ce qui a été généré et la prise des décisions qui est donnée en fait au bon niveau, là. D'accord, ok. C'est top. C'est très intéressant. Et du coup, je vais faire une transition pour basculer sur tout ce qui est donc innovation et perspective que justement l'IA propose. Quelles sont selon toi aujourd'hui les grandes évolutions, pour ne pas dire révolutions, de l'IA dans le développement logiciel, hein, et de la gestion de tout ce qui est IT aujourd'hui? Aujourd'hui, on est beaucoup dans des assistants, dans des copilotes là, sur lesquels qui nous assistent dans nos tâches au quotidien. Je pense qu'on va aller de plus en plus vers des agents autonomes, donc qui vont être capables de prendre des décisions par eux-mêmes, et puis des agents très spécialisés. Je pense qu'on ira de plus en plus vers un agent qui est vraiment responsable de corriger du code, un agent qui va être responsable de faire la review de ce code-là, un agent qui va être capable de déployer. Donc, notre capacité à avoir des agents très spécialisés, autonomes, et qu'on va être capable aujourd'hui d'orchestrer. Donc, ça va aller de plus en plus vers des chaînes d'orchestration d'IA spécialisées, autonomes, vraiment dans ce qu'ils font. Donc, on parle d'agentique là de plus en plus. Donc, c'est vraiment de l'agentique avec de l'orchestration de multi-agents vers lequel on va aller de plus en plus, là. D'accord, ok. Super. Et est-ce qu'au niveau donc, de votre établissement, donc de la Banque nationale du Canada, est-ce que vous envisagez justement des collaborations avec des startups? On le voit, hein, de plus en plus, il y a une course à l'armement là. Est-ce que à votre niveau, vous imaginez, vous, des partenariats externes? Quelle est votre stratégie? Effectivement, c'est une course à l'armement de manière globale. Là, on parle des banques, mais quelles que soient les industries aujourd'hui, on le voit là, de plus en plus, l'IA prend du sens. Donc, il est nécessaire effectivement d'avoir des collaborations. Donc, on a des collaborations avec des firmes externes là, qui sont spécialisées dans l'IA, dans l'agentique ou autre. Là, aujourd'hui, il faut comprendre qu'on est dans un écosystème qui est vraiment innovant, dynamique.
avec des gens qui se spécialisent là-dedans. Donc, je pense qu'on a tout intérêt aujourd'hui à faire ces collaborations, à voir ce qui se passe dans le cadre externe pour pouvoir partager et puis surtout bénéficier en fait de l'expertise de nos pairs en fait. Donc oui, on va vraiment vers cette dynamique-là et puis je pense que c'est le cas de toutes les sociétés sur le marché en ce moment. D'accord, ok. Et pour terminer sur cet aspect-là, quel conseil est-ce que tu donnerais aujourd'hui donc, à un professionnel du domaine de l'IT qui souhaiterait justement jouer un rôle actif dans tout ce qui est adoption de l'IA en entreprise? Je le rappelle, ça a été une de tes missions phares de ces derniers mois, pour ne pas dire dernières années. Quel conseil est-ce que tu donnerais justement? Oui, je pense qu'aujourd'hui, important de comprendre comment l'IA fonctionne. Donc, important de comprendre c'est quoi un prompt. On a beaucoup parlé aussi de contexte. Tout est basé en fait sur cette notion effectivement de contexte là. Notre capacité à prendre du recul aussi et puis avoir un esprit critique. Donc, je dirais aux gens, ne prenez pas tout ce que l'IA sort comme étant la vérité. Donc, c'est quoi votre capacité à prendre du recul, à avoir un esprit critique là-dessus. Donc, très important, votre capacité à guider l'IA comme si c'était quelqu'un qui venait de rejoindre votre compagnie. Donc, quelqu'un de junior ou bien un stagiaire. Donc, comment vous allez le guider là-dedans, le prendre par la main pour avoir en fait les meilleurs résultats qui soient là. Donc, je pense que c'est par là qu'il faut commencer. Ne pas hésiter à tester pour avoir des retours rapides. Donc, tester beaucoup, tester souvent. Aussi, faire preuve de rigueur. Plus on est rigoureux, plus on aura les résultats qu'on escompte là. Donc, je dirais esprit critique, rigueur. Ne pas hésiter à tester, à se tromper. Et puis, la maîtrise du contexte et la maîtrise des prompts en fait. D'accord, super. Mais écoute, merci beaucoup Abou. Je pense que merci sur cette note, on va toucher au terme de notre interview, de notre entretien. Mais avant de te laisser partir, j'aimerais te poser donc 3 questions, plus même des requêtes, d'autres choses. Aujourd'hui, si tu avais une ressource à suggérer pour mieux comprendre l'impact de l'IA sur le delivery logiciel, est-ce que tu aurais des suggestions, des recommandations à faire pour nos auditeurs? Aujourd'hui, il y a quand même beaucoup de personnes qui font des écrits. Je dirais que ce soit sur Internet, des podcasts comme on en fait aujourd'hui, là, qui décrivent tous ces éléments-là. Donc, soyez curieux, allez regarder tout ce qui touche au prompt engineering, au context engineering. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de ressources sur Internet ou même demander à l'IA aussi. On ne pense pas à le faire là, mais même interroger l'IA sur ce que c'est. Je pense que c'est déjà une première chose et puis ne pas hésiter, ne pas avoir peur là, à faire le premier pas là-dessus. D'accord, super. Et si on souhaite suivre tes réflexions, en savoir plus sur tes travaux autour de justement de l'IA et de la transformation digitale, où est-ce qu'on peut rentrer en contact avec toi? Est-ce qu'on peut te suivre? Profil LinkedIn, j'imagine. Oui, LinkedIn reste l'élément le plus simple là, et puis je m'implique de plus en plus dans la communauté, on échange de plus en plus sur le sujet, donc je pense qu'à travers mon LinkedIn, ça reste le meilleur endroit pour pouvoir LinkedIn, suivre. Abou Fana, vous pouvez suivre éventuellement le lien en description ou tout en bas de cette vidéo. Donc, pour rester en contact avec M. Fana et suivre son actualité. Et je vais terminer donc forcément sur une question qui nous est chère ici, puisque je le rappelle, le titre du podcast, c'est Tomorrow, Everything Will Be Human plus AI. Donc, quel rôle l'humain doit-il continuer de jouer dans un cycle de livraison de plus en plus assisté par l'IA? Ouais. L'humain doit vraiment jouer son rôle d'orchestrateur. Je pense que c'est le rôle le plus important. Un rôle vraiment stratégique là et orchestrateur de l'ensemble des agents IA. C'est le futur de demain. Et l'humain doit vraiment jouer ce rôle-là qui va être clé et central et augmenté par les agents qui vont l'entourer demain. D'accord. Merci beaucoup. Merci Abou, merci pour le temps, merci pour toutes ces lumières sur le sujet. Je trouve ça très captivant. Je pense qu'il y a encore beaucoup de choses à dire. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Merci à tous de nous avoir suivis et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode de Tomorrow, Everything Will Be Human plus AI. À bientôt. Merci.